Très bien. Eh bien, je vous propose de commencer. Les autres personnes qui nous rejoindront prendront le train en marche. Alors, je vous souhaite la bienvenue tout d'abord pour ce webinaire. Je vous remercie effectivement de vous être connecté. Est-ce que Bertrand nous entend? Bertrand n'entend pas a priori. Donc, je vous remercie de vous être inscrit, de vous être connecté effectivement à ce webinaire. Alors, pourquoi un webinaire sur le thème de l'équitation de pleine conscience et du langage équestre cognitif? Parce que tout simplement, je communique sur les réseaux depuis un certain temps déjà. Je publie effectivement un certain nombre de choses et je vois parfois effectivement des commentaires liés à, j'ai vu il y a quelque temps, des commentaires liés à de la médiumnité, liés à des rêves éveillés, liés à des choses un petit peu parapsychologiques, entre guillemets. En fait, est-ce que tout le monde m'entend? Ok, donc je pense qu'il est nécessaire effectivement de bien clarifier ce qu'est effectivement l'équitation de pleine conscience, ce que ça n'est pas, hein, ce que c'est, et puis également qu'est-ce que le langage équestre cognitif. Donc, tout d'abord, je me présente, certaines me connaissent déjà. Donc, Francis Tuc, je suis cavalier depuis 45 ans. J'ai un cursus qui a été jusqu'à la haute école. J'ai dressé un certain nombre de chevaux. Je dresse des chevaux. Je suis également éleveur. Je suis également étalonnier. Donc j'ai un certain retour en fait sur effectivement les chevaux, sur effectivement l'équitation. J'ai été vice-président de l'école d'art équestre de Haute-Alsace. J'ai également à l'origine un certain nombre de spectacles. J'ai participé à un certain nombre de spectacles, dressé des chevaux de spectacle. Et puis, plus récemment, en fait, j'ai créé le Conservatoire international des arts et des cultures équestres, structure avec laquelle j'ai organisé quelques symposiums à la Sorbonne, à Paris, mais également à l'École polytechnique et à l'UNESCO à Paris, sur le thème justement du langage équestre cognitif, sur le domaine notamment de l'intelligence cognitive en fait du cheval. Donc, j'ai également été à l'origine créé une association qui s'appelle Equisauve il y a de ça plus de 20 ans maintenant, près de dans le Haut-Rhin, en Alsace, où nous avons effectivement effectué un certain nombre d'opérations de sauvegarde en fait de sauvetage de chevaux. Euh, tout simplement, ceci m'a donné également une expérience en fait du contact avec des chevaux qui sont dans des états de détresse psychologique, dans des états de détresse à différents niveaux et donc ça m'a permis effectivement d'approcher des chevaux qui étaient en fait dans des qui présentait en fait des dysfonctionnements comportementaux. Donc tout ceci me donne, on va dire, un certain recul, une certaine expérience. Mais Anne nous rejoint. Bonsoir Anne, je ne sais pas si elle nous entend. Bonsoir. Voilà. Donc, de toute façon, je voulais dire, la séance, le webinaire est enregistré et il sera disponible également donc dans les prochains jours également sur les réseaux pour pouvoir être effectivement revisionné pour ceux ou celles qui le souhaitent ou qui n'ont pas pu y participer pour des raisons diverses et variées. Donc, la question en fait fondamentale, qu'est-ce qui motive en fait cette approche de l'équitation de pleine conscience et du langage cognitif? Tout simplement parce que je repense par exemple à une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec une amie cavalière avec qui j'ai partagé, nous étions dans la même écurie et puis elle me disait il y a longtemps déjà, elle me disait oui, nous Merde, savons que les chevaux sont intelligents, comment on fait qu'ils pour disposent entendre? effectivement. Allô, allô.
Nous savons que les chevaux sont intelligents, qu'ils disposent effectivement de capacités cognitives, mais comment effectivement pouvoir nous adresser à eux, comment pouvoir effectivement potentialiser tout cela. Parce que en réalité, si nous remontons un petit peu plus loin, Descartes disait déjà à l'époque, il considérait que les machines, les chevaux étaient des machines vivantes sans conscience. En fait, le paradigme équestre aujourd'hui encore est basé en fait sur un principe de soumission par l'inconfort, par la douleur, voire par la peur. Donc, je me suis souvent demandé, en utilisant les morts de bride, en utilisant les cavessons, comme on m'avait appris à le faire pendant de nombreuses années, si effectivement il n'y avait pas d'autres solutions, sachant que effectivement le cheval dispose d'une intelligence, sachant également que le cheval dispose et présente en fait une grande sensibilité. Et donc, c'est à ce moment-là que effectivement j'ai commencé à m'intéresser en fait à une autre approche de l'équitation qui fait appel justement donc à l'intelligence des chevaux et qui fait appel en fait à leur capacité cognitive. Alors, initialement, je crois que nous allons parler de différentes choses ce soir. Euh, Tout d'abord, parler effectivement de la réalité de ce qu'est l'esprit du cheval, de ce qu'est son instinct, et puis de ce qu'est effectivement la relation de pleine conscience. Et nous parlerons ensuite du langage équestre cognitif, du langage en fait binaire. Voilà. Alors, euh, les chevaux sont des animaux qui sont intelligents, nous le savons. Ils disposent effectivement d'un néocortex, ils disposent effectivement d'une structure cérébrale qui est très voisine en fait de la nôtre. Euh, on va dire que cet aspect-là est intéressant parce que depuis quelques années, effectivement, un certain nombre de scientifiques s'intéressent à l'intelligence des chevaux, à leur capacité cognitive. Je pense notamment à des gens comme le professeur Matsuzawa de l'université de Kyoto, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui effectivement a éclairé a considérablement ouvert mon chemin, éclairé effectivement, m'a éclairé en répondant à un certain nombre de questions que je me posais. Euh, Nous allons dire que euh, l'un des premiers problèmes, je parlais tout à l'heure du paradigme qui est basé en fait sur euh, la soumission en fait du cheval. Nous allons voir comment effectivement, dans un premier temps, pouvoir accéder en fait à la conscience du cheval, puisqu'en réalité, tout est une histoire en réalité de conscience et d'alignement de conscience. Alors, comment réagit en fait le cheval par rapport en fait à son environnement? Première chose, le cheval est un animal qui ne conceptualise pas. Il a une conscience qui est analytique, alors que la conscience humaine, elle, est spéculative. Donc le cheval n'est pas capable, ne sait pas, par exemple, émettre d'hypothèses, il ne sait pas dire et si, il ne sait pas émettre imaginer des choses. Ce qui fait que quand effectivement, par exemple, des cavaliers me disent oui, mon cheval a une attitude, il a essayé de me taper pour se venger ou me mordre, etc. Ça, les chevaux ne sont pas capables de le faire, donc ça n'existe pas. Ça, ce sont des humains qui sont effectivement, de par leur capacité spéculative, sont capables effectivement d'être pervers, narcissiques, d'être de présenter
des travers, entre guillemets, psychologiques que les chevaux ne connaissent pas et dont ils sont absolument incapables. Donc, la première question, l'une des questions que je me suis posée, bien sûr, je me suis intéressé à l'éthologie. Et l'éthologie explique effectivement l'organisation du troupeau. L'éthologie s'occupe effectivement des comportements rationnels. On sait aujourd'hui scientifiquement comment effectivement fonctionne l'esprit du cheval, comment fonctionne le cerveau du cheval. Ce qui m'intéressait en fait davantage, c'est la cause formative. Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Pourquoi les chevaux en fait réagissent parfois de façon particulière, de façon bizarre? Euh, Pourquoi ont-ils des attitudes singulières quand ils se retrouvent dans certains environnements? Pourquoi réagissent-ils par moments par rapport à ont-ils des attitudes qui peuvent être inexpliquées, comme s'ils avaient peur de fantômes, comme si on sait aussi aujourd'hui scientifiquement que les chevaux sont capables en fait d'anticiper. On sait aussi que scientifiquement c'est attesté. On sait qu'ils savent effectivement lire les intuitions. Et donc, comment est-ce que tout ceci est possible? Euh, tout, tout simplement, tout simplement euh, parce que les chevaux sont dans un état de conscience, et quand on parle d'état de conscience, il faut que nous parlions en fait de fréquence cérébrale. On va parler de fréquence cérébrale. Nous qui sommes dans un esprit en fait qui est conceptualisateur, nous sommes en permanence dans ce qu'on appelle les fréquences cérébrales bêta. Les chevaux ne conceptualisent pas, ils vivent en fait dans le silence mental, ils vivent dans une paix de l'esprit permanente. Et donc, ils vivent, on va dire, dans une zone qui avoisine les fréquences alpha, qui parfois montent un petit peu plus haut. S'ils sont dans des moments où ils ont très peur, ils peuvent effectivement accéder à des fréquences bêta, mais leur état de conscience est plus proche en fait des fréquences alpha. Les fréquences alpha, ce sont ces fréquences dans lesquelles nous nous trouvons quand nous sommes en état de méditation, par exemple. Voilà. Alors, nous reviendrons là-dessus parce que quand on parle d'équitation, de relation de pleine conscience, on me dit oui, mais moi je médite, je pratique le bouddhisme zen, je pratique telle ou telle méditation, comme il en existe un certain nombre. Et puis, mais en fait, en réalité, ce n'est pas cette méditation-là que nous allons utiliser pour effectivement pouvoir accéder à la conscience du cheval. Nous verrons tout à l'heure de quelle manière en fait nous allons pouvoir nous adresser à lui. En fait, si vous voulez, dans le comportement du cheval, le paradigme d'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, s'appuie en fait sur la soumission. Ça veut dire qu'on ne tient pas réellement compte de la vie, des états d'âme du cheval. On le soumet à l'aide de moyens plus ou moins coercitifs pour effectivement obtenir de lui la collaboration. Or, son intelligence nous permet effectivement d'accéder effectivement à ses capacités et puis nous permet effectivement d'accéder à une équitation infiniment plus riche, infiniment plus douce, infiniment plus intelligente. Donc, nous parlions des fréquences cérébrales. En réalité, pourquoi? Parce que toute la relation fondamentale avec le cheval s'appuie sur un alignement des consciences. Je le disais tout à l'heure que pendant que je suis en train de vous parler, pendant que vous m'écoutez, eh bien, nous sommes dans des fréquences bêta. Le cheval est dans fréquence alpha. En réalité, pour pouvoir parler au cheval, nous devons descendre en fait dans une frontière qui se trouve entre les deux, fréquence bêta, fréquence alpha. Nous devons descendre dans une frontière qui se situe entre les deux et qui permet en fait
tout simplement de créer une jonction entre les deux, une harmonie en fait entre les deux consciences des chevaux et celle et de l'humain. Donc, nous verrons comment effectivement on peut accéder à cela. Pourquoi? Parce que, pour faire simple, euh, quand effectivement quand effectivement nous sommes, nous, en fréquence bêta, le cheval en fréquence alpha, c'est comme si nous étions en fait deux talkie-walkie qui sont réglés sur des canaux différents. Et en fait, en réalité, l'un dit une chose, l'autre ne comprend pas. Et pour obtenir en fait une collaboration, ben, on est obligé, en fait, on utilise donc la soumission pour effectivement obtenir ce qu'on attend du cheval. Alors que les choses sont beaucoup plus simples si effectivement on se donne cette peine de s'aligner en fait sur la fréquence en fait de la conscience du cheval. Et à ce moment-là, il nous rejoint parce que tout simplement, tout est une histoire de fréquence. Nikola Tesla, Einstein, le deux grands scientifiques nous le confirmaient. Tout est à considérer en fait en termes de fréquence. Et en fait, cette histoire de fréquence, quand effectivement vous vous mettez dans cet état de conscience qui vous permet de rejoindre le cheval dans ses fréquences, eh bien en réalité, il va commencer à réagir. Et en fait, euh, quand effectivement on se retrouve que le cheval soit quand le cheval est par exemple un petit peu agité, quand effectivement il a des attitudes d'insoumission entre guillemets ou de peur par exemple, eh bien en général on essaye de le soumettre et en fait, plutôt que d'utiliser des moyens coercitifs, des moyens pour essayer de le, de le soumettre, entre guillemets, par des choses, des éléments matériels, rentrer dans une relation en fait de domination, si on se met dans cet état de fréquence qui se trouve à la lisière entre le bêta et l'alpha, en fait, le cheval va se calmer. En fait, c'est par le non-agir qu'on va réussir en fait à obtenir un résultat. En fait, en réalité, la première chose que doivent apprendre les cavaliers, c'est d'apprendre à ne rien faire. Déjà, ne rien faire en fait au niveau de leur tête, rien faire au niveau de leurs pensées, apprendre à contrôler les pensées. Pourquoi? Parce que le cheval réagit en fait par résonance morphique et réagit par résonance émotionnelle. Parce que toutes les pensées, toutes les paroles et tous les actes que nous émettons produisent des émotions. Et donc, en réalité, si nous apprenons à contrôler en fait notre mental, nous apprenons à contrôler nos émotions et nous contrôlons donc cette résonance émotionnelle. Alors, ce paramètre est important. Pourquoi? Parce que quand on parle de résonance émotionnelle, en fait, on fait réagir le cheval, on fait réagir son instinct. En réalité, le cheval, nous disions tout à l'heure, sa conscience est analytique, il ne conceptualise pas. Donc, en réalité, sa conscience est dictée en fait par son instinct. Et son instinct, en fait, il imaginait en fait une ligne horizontale sur laquelle vous avez un curseur. D'un côté, vous avez en fait l'instinct de fuite, de l'autre côté, vous avez l'instinct grégaire. La fuite, c'est la peur, c'est effectivement quand un cheval, par exemple, se retrouve, comme tous les animaux sauvages, par exemple les herbivores sont qui vivent dans la crainte des prédateurs, en fait, ils sont dans le cousin du cheval, par exemple, le zèbre, vit effectivement sur cette ligne d'instinct qui alterne en permanence, ce curseur qui bouge en permanence entre l'instinct de fuite et l'instinct grégaire. En réalité, il faut savoir que tout ce qui crée de l'inconfort, tout ce qui crée de la peur, tout ce qui est lié à la douleur, va systématiquement activer l'instinct de fuite du cheval. L'instinct de fuite du cheval, pourquoi? Parce que quand le cheval, ou on va prendre le cas de son cousin le zèbre,
quand il se retrouve dans une situation en fait d'inconfort, de douleur ou de peur, en fait, il n'a que trois solutions. Soit effectivement il affronte, soit effectivement il se cache, soit effectivement il s'enfuit. Eh bien, le cheval, il s'enfuit. En réalité, quand il se retrouve dans cet état où son instinct, ce curseur qui va instantanément, quand il y a effectivement un événement, ce curseur, un événement qui fait peur, ce curseur va se déplacer vers l'instinct de fuite. L'instinct du cheval, systématiquement, part vers la fuite. Le paradigme équestre aujourd'hui, eh bien, canalise ça tout simplement par des matériels plus ou moins coercitifs qui permettent effectivement de contrôler en fait cette fuite. L'idée de l'équitation de pleine conscience, c'est justement d'apprendre à aligner nos consciences, notre conscience sur celle du cheval pour contrôler en fait tous les éléments qui peuvent effectivement susciter de l'instinct de fuite. Notre but en fait en tant que cavalier, c'est de en permanence ramener ce curseur en fait du côté de la grégarité. La grégarité, c'est la famille. La grégarité, c'est la sécurité chez le cheval. Et la grégarité, c'est également la référence. Nous devons devenir non pas des leaders, comme je l'entends souvent, on ne peut pas être un leader d'un cheval, on peut être leader en fait dans un groupe d'hommes ou de femmes, mais on ne peut pas être leader avec les chevaux, nous devons être le référent. Pour le référent, qu'est-ce que c'est? Ça n'est ni plus ni moins que un être qui en fait potentialise en permanence son instinct de grégarité, qui rassure, qui enseigne et qui protège. C'est ça le référent. Nous devons être le référent pour le cheval. Alors, tout à l'heure, je parlais en fait de résonance émotionnelle et je parlais de résonance morphique. Alors, c'est un terme que j'utilise régulièrement dans mes publications. C'est un terme qui n'est pas complètement rentré dans le langage populaire quand on parle de champ morphique, quand on parle de résonance morphique. En fait, quand il y a, quand les chevaux réagissent en fait par résonance émotionnelle, derrière une émotion, je vous disais tout à l'heure, toutes les pensées, toutes les paroles, tous les actes que nous émettons, eh bien, produisent en fait une émotion. Alors, nous travaillons ça. Je suis hypnothérapeute également de formation, et dans ce cadre-là, eh bien, la gestion des émotions est un élément très très important. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'aller au-delà, en fait, comprendre en fait d'où viennent, entre guillemets, des informations. Et ces informations, quand on parlait tout à l'heure du fait que les chevaux sont capables, en fait, de lire nos intentions, eh bien, en fait, l'information, c'est effectivement, nos intentions, c'est effectivement une pensée, ce sont des pensées, et derrière les pensées, en fait, il y a de l'information. Comment savent-ils effectivement lire ces informations? Eh bien, en fait, il y a un chercheur qui s'appelle Rupert Sheldrake, un Anglais, mais longtemps, il y a plus d'un siècle qu'on travaille effectivement sur cette idée en fait, que ce soit la mémoire, que ce soit en fait tout le fonctionnement entre guillemets de toute notre temporalité, de toutes les consciences, en fait, il existe, part de l'idée qu'il existe un champ, une espèce de cloud, pour employer un terme à la mode, dans lequel effectivement vont se consigner absolument toutes les pensées, les paroles, les actes, tout ce qui se passe en fait, tout ce qui est émis en fait par toutes les consciences, qu'elles soient effectivement humaines, mais qu'elles soient animales, euh, et, euh, et en fait, alors tant qu'on en reste à la conscience humaine qui est purement spéculative, qui est spéculative et conceptualisatrice, eh bien, le principe de champ morphique semble pouvoir être discuté par des scientifiques. C'est pour ça qu'il n'est pas complètement encore accepté par toute la sphère scientifique. Maintenant, quand effectivement on regarde ça par un angle de vue différent et qu'on regarde le champ morphique par l'angle des animaux, en fait, là, ça devient très intéressant parce que par exemple,
vous êtes toutes et tous cavaliers, cavalières. Vous savez que si, par exemple, vous lâchez un cheval qui est perdu dans la forêt, lui, il va retrouver son écurie. Lâcher le cavalier tout seul dans la forêt, souvent, il va être très, très embêté pour effectivement retrouver tout seul, effectivement, l'écurie ou retrouver sa maison, s'il est tout seul dans la forêt. Le cheval, on a peut-être parfois tous fait cette expérience de pouvoir tout simplement, quand on est égaré, poser les rênes sur l'encolure et laisser le cheval faire. Et il retrouve effectivement donc le chemin et il le retrouve d'ailleurs sans prendre de déviance, de déviation, sans prendre euh, sans faire de détour, il y va en ligne directe. Alors, dans cette idée de champ morphique, en fait, où est-ce que je veux en venir? C'est que les animaux nous montrent le chemin. Par exemple, d'autres animaux comme les pigeons voyageurs, vous prenez un pigeon, vous traversez un pigeon voyageur, vous traversez la France avec lui, vous le lâchez à 1000 kilomètres du pigeonnier, eh bien, vous reprenez votre voiture pour rentrer, vous n'aurez encore pas fait la moitié du chemin que lui sera déjà de retour au pigeonnier. Voilà. Alors, les scientifiques cherchent à comprendre comment effectivement ça c'est possible. Ils n'ont pas de GPS, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas de smartphone. Alors on se dit, tiens, ils se repèrent par rapport au soleil, par rapport aux astres, etc. Bon, pourquoi pas? Il y a sans doute un petit peu de quelque chose. Mais on a fait, par exemple, vu un article sur un rapace, une buse qui a été lâchée en fait en Afrique du Sud et qui a remonté en fait, qui a remonté jusqu'en Scandinavie et on s'est rendu compte, elle avait été équipée en fait par une balise GPS pour pouvoir effectivement la tracer son itinéraire. Et on s'est rendu compte en fait qu'elle était remontée toute l'Afrique quasiment en ligne droite. Il n'y a que quand elle est arrivée au niveau de la Méditerranée qu'elle a fait une petite déviation parce que tout simplement il fallait elle n'a pas traversé la mer en fait. Elle est toujours restée en fait au-dessus des terres. Donc, et ensuite, elle est repartie non, en ligne droite, et puis elle est remontée jusqu'en Scandinavie. D'autres exemples, comme par exemple pour le champ morphique, vous verrez à quel point c'est important ce paramètre. Comment est-ce qu'on explique que, par exemple, des saumons qui sont capables de traverser l'océan et qui retrouvent, entre guillemets, le chemin pour aller frayer quelques années plus tard. Comment est-ce qu'on explique, par exemple, en Afrique, les migrations, l'itinéraire que prennent les grands troupeaux, en fait, je prends le cousin du cheval, le zèbre, hein, des troupeaux de milliers de zèbres qui effectivement migrent sur des milliers de kilomètres et qui ne se trompent pas. Il y a, par exemple, une autre expérience qui était observée. Des scientifiques se sont retrouvés sur une île japonaise et ils étaient une île déserte en fait qui était occupée par un certain nombre d'animaux. Ils étaient là pour observer en fait une tribu un groupe de singes. Et puis un jour, l'une des femelles singes, eh bien, il mangeait il cherchait des espèces de légumes, des espèces de patates douces, et puis ils se sont rendus compte que l'une des femelles allait laver cet aliment avant de le consommer. En fait, elle allait au bord de l'eau, elle allait le laver avant de le consommer. Ils ont regardé ça de plus près, ils ont observé ça, et ces mêmes chercheurs se sont rendus compte que quelques temps plus tard, les autres membres du même groupe de singes ont commencé à laver également donc cet aliment, cette espèce de patate douce, disons une patate douce. Voilà. Alors jusque-là, on va dire rien de mystérieux, ça peut être du mimétisme. Bien. Là où c'est devenu beaucoup plus surprenant, c'est que de l'autre côté de l'île, qui était suffisamment relativement grande, il y avait un autre groupe de singes qui a commencé à laver également ce même aliment avant de le manger, alors que les deux groupes de singes n'avaient absolument aucun contact l'un avec l'autre. Plus surprenant encore, sur une autre île, euh, totalement éloignés, d'autres singes du même type ont commencé effectivement donc à laver leurs aliments
avant de les manger. Alors, si vous voulez, on en est arrivé, ce sont les animaux qui nous montrent effectivement donc cette idée, qui nous confirment cette idée de champ morphique, c'est-à-dire que en réalité, euh, on sait aujourd'hui que ce que les pensées entre guillemets que nous émettons, ce que nous découvrons intellectuellement, tout ce que nous faisons en réalité ne profite pas qu'à nous-mêmes, va s'inscrire dans ce champ morphique et en fait profite à toutes les consciences qui sont similaires. Alors là où ça devient très intéressant, c'est que quand on va juste faire un petit aparté lié en fait à l'hypnose, j'ai appris effectivement par ma formation d'hypnothérapeute justement comment fonctionne enfin, une part du fonctionnement de l'esprit du cheval. Ce qui est très intéressant, c'est que quand nous sommes dans cette conscience spéculative, notre mental qui émet en moyenne 70 000 pensées par jour, euh, en fait crée une espèce de voile, une espèce de nuage qui nous empêche d'accéder en fait à ce champ morphique. Alors, de temps en temps, on y accède par l'intuition. On appelle l'intuition, hein, tout à coup, ce que j'appelle moi ce témoin silencieux qui parle. Hein, donc, quand on est en danger, quand on a doit prendre une décision un petit peu importante, ben, on a parfois une petite voix qui dit ah attention, tu ne devrais pas faire ça ou oui vas-y, ou qui nous conforte en fait dans notre idée. Voilà. En fait, nous ne sommes pas capables, de par notre activité mentale, d'accéder à ce champ morphique. Par contre, les animaux qui ne spéculent pas, qui sont dans ces histoires, dans ces fréquences cérébrales, à mi-chemin entre l'alpha et le bêta, mais plus couramment dans l'alpha, eux sont en phase directe avec toutes ces informations. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité, quand vous arrivez à l'écurie, eh bien, en réalité, le cheval vous scanne, il sait exactement qui nous sommes. Alors, ça, on le sait depuis longtemps, qu'ils sont capables, effectivement, on se doutait qu'ils étaient capables d'accéder à des informations euh, que nous ne comprenons pas très bien comment. Eh bien, en fait, en réalité, le principe de résonance morphique nous donne une explication tout à fait rationnelle. Et ce sont les animaux en général qui viennent corroborer tout ça. Et quand vous testez ça avec les chevaux, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est une réalité. Alors, je pense par exemple au cheval d'un ami que vous connaissez peut-être, l'ami Hassan Bouchakour, qui avec son cheval Peyo va dans des centres de soins palliatifs, dans des services de soins palliatifs, et son cheval réagit. Il a découvert d'ailleurs cette aptitude de son cheval à déceler en fait les consciences de personnes qui présentent une pathologie grave ou qui sont en fin de vie. Et aujourd'hui, en fait, il est dans un schéma en fait d'études scientifiques particulièrement intéressantes par rapport à cela. Et je pense que Peyo, en fait, lit des informations qui lui parviennent, en fait, du champ morphique. Il les lit peut-être encore plus qu'un autre cheval, puisque Arsène me disait que Peyo, de surcroît, est un cheval qui présente un profil autiste. En fait, voilà. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment, il a ce canal qui est ouvert et il est capable de dire des choses que d'autres ne savent pas dire. Donc, en réalité, cette idée de champ morphique est très importante parce que, alors, c'est un sujet qui peut être développé et qui est absolument passionnant parce qu'il ouvre effectivement des capacités, des explications, il nous apporte des réponses par rapport en fait à notre propre temporalité. Par contre, le principe de résonance morphique, morphique veut dire information. Nous n'allons retenir que ça. Les informations du champ morphique créent de la résonance morphique et la résonance morphique donne de la résonance émotionnelle. Et là, les chevaux, effectivement, et là, les chevaux, effectivement, euh, commencent à réagir
Et donc, si vous voulez, si nous voulons canaliser en fait la relation fondamentale avec le cheval, il nous appartient en fait de contrôler notre mental pour éviter, pour contrôler en fait ce flux d'informations, pour contrôler en fait les émotions, et contrôler un certain nombre de choses que le cheval va lire par rapport à notre propre personnalité, et pour pouvoir effectivement derrière créer un alignement de conscience qui va permettre effectivement de communiquer en fait et dans des états dans des niveaux de fréquence qui sont similaires. Ça, c'est en fait le préalable pour effectivement communiquer. Donc, si vous voulez, quand on parle d'équitation de pleine conscience, de relation de pleine conscience, c'est une histoire d'alignement de fréquence, c'est une histoire d'alignement de conscience. Ça, c'est la première chose. Ça s'apprend à travers des exercices, alors qu'ils ne sont pas des exercices de méditation traditionnels. Méditer, c'est relativement facile en réalité. Il suffit effectivement de lâcher prise, se mettre dans un environnement calme, dans un environnement apaisé, et très rapidement, on peut apprendre à méditer. Le problème de l'équitation, et c'est là que c'est intéressant, c'est que le cheval nous demande d'apprendre à nous mettre dans cet état de conscience, mais dans l'action, c'est-à-dire dans un état de vigilance, en fait. Là, ça devient passionnant. Voilà. Donc, ce sont des exercices que je propose par rapport à cela. Ce sont des exercices qui nous viennent effectivement euh, de cercles hermétiques, qui viennent effectivement qui nous proviennent notamment de l'alchimie, hein, des exercices qui étaient déjà connus de l'époque des Égyptiens, mais qui ont été quelque peu perdus. Voilà. Mais donc, une fois que nous avons créé ce préalable d'alignement de conscience avec le cheval, eh bien, nous allons pouvoir expérimenter euh, tout simplement une relation d'un autre type. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à soumettre le cheval, au lieu d'être un marionnettiste qui tire sur des ficelles, que ce soit à la longe, que ce soit en selle, avec des rênes, avec peu importe, eh bien, nous allons tout simplement, systématiquement, nous adresser à sa conscience, nous allons nous adresser en fait à son intelligence. Alors, je voudrais juste faire un petit aparté. Des grands écuyers, en fait, travailler de façon soit volontaire, soit de façon intuitive de cette façon-là. Ils produisent cet alignement de conscience qui leur permet en fait de communiquer avec le cheval dans un niveau qui est complètement différent avec les méthodologies qui sont en fait celles de la pensée dogmatique, la pensée équestre. Je pense par exemple à des gens comme Nuno Oliveira. Nuno Oliveira, j'ai toujours pensé que c'était un mystique de l'équitation. J'ai toujours pensé que il avait une approche. Je me suis beaucoup intéressé à lui. J'ai beaucoup de vidéos, de vieilles vidéos VHS encore chez moi qui avaient été filmées par de ses élèves. Et ben, nous savons tous comment on fait une épaule en dedans, comment on fait un appuyé, comment on fait toutes ces choses techniquement sont parfaitement identifiées. Et pourtant, quand on le voit faire, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu, il se passe quelque chose d'autre. On ne comprend pas très bien, c'est complètement, on va dire, c'est mystique. Eh bien, en fait, j'en ai discuté, j'ai eu la chance d'en parler avec sa fille. Hein, pour Elsa Oliveira, j'ai eu un entretien absolument passionnant, absolument riche. Et elle m'a confirmé, en fait, effectivement, que Nuno Oliveira
Euh, J'ouvre ce petit aparté juste pendant 2 minutes parce que c'est intéressant, parce que ça vient corroborer, entre guillemets, toute cette théorie de laquelle nous parlons. C'est que son père était pasteur. Son père était pasteur et était pasteur luthérien. Alors, vous allez me dire quel rapport avec l'équitation? Bien sûr, c'était un homme qui était très doué en équitation. Bien sûr, il a eu la chance d'être formé par maîtres écuyers qui étaient exceptionnels. Mais il n'y avait pas que ça. Il a eu, il a été, il a grandi en fait dans un environnement mystique parce que il faut remettre les choses en fait dans leur contexte de ce Portugal du milieu du XXe siècle qui est aujourd'hui encore très catholique. Et puis vous avez au milieu de tout ça un homme qui est un passionné de mystique et qui est devenu pasteur à la cinquantaine, donc passionné par la mystique et pasteur luthérien. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le luthérianisme, mais si vous vous intéressez au luthérianisme de la réforme et de l'esprit en fait qui anime le luthérianisme, on peut comprendre qu'il synthétisait en fait toutes les pratiques mystiques fondamentales en fait de la religion chrétienne en réalité qu'on ne retrouve plus aujourd'hui euh, dans le luthérianisme d'aujourd'hui. On ne retrouve plus un certain nombre de ces choses-là. Mais en fait, quand on fait cette démarche mystique, on se trouve à toucher en fait d'abord des états de conscience particuliers et ensuite un certain nombre d'exercices mystiques qui sont clairement identifiés et qui permettent d'accéder à une modification d'état de conscience. Voilà. Le mot est dit, modification d'état de conscience. Et en fait, quand des gens comme Nuno Oliveira, forcément, j'imagine bien que le petit Nuno qui a grandi avec son père, hein, qui lui parlait effectivement de mystique, qui était animé par ça de façon passionnelle toute sa vie, il a forcément été imprégné. Et bien, son équitation a été imprégnée. Et en fait, j'écrirai un ouvrage là-dessus parce que c'est un sujet qui est vraiment très, très intéressant. Et donc, si vous voulez, ce qui me permet de dire que si on appréhende Nuno Oliveira juste en lâchant les rênes, en s'asseyant avec le dos un peu bouté et en chaussant les étriers avec la pointe des pieds plus bas que les talons, eh bien, en fait, on est à des années-lumière, entre guillemets, de ce que faisait Nuno Oliveira. Voilà, parce qu'il y a cette dimension mystique, cette dimension, et quand je parle de dimension mystique, c'est cette dimension de conscience, d'état de conscience modifié. Ça, c'est important. On retrouve la même chose, ça fait l'objet de grandes discussions, et je sais qu'avec François Baucher. François Baucher était également un écuyer mystique. Alors, les bauchéristes d'aujourd'hui réfutent ce fait-là, mais François Baucher, son premier manège, c'était un alchimiste et un mystique. Pourquoi je dis alchimiste? Parce que son premier manège, il l'a fait construire aux proportions du nombre d'or, étonnamment. Voilà. Il a écrit un ouvrage, Les dialogues de Baucher, qui s'appelle Dialogue entre un cavalier, un cheval et Dieu. Quand même très étonnant. Donc, j'invite vraiment tout un chacun, tout cavalier, effectivement, à lire ce dialogue parce c'est absolument passionnant. Donc, si vous voulez, quand je parle de ces deux cavaliers, de ces deux écuyers, de Oliveira, ou que je parle de François Baucher, ce sont deux aiguilles emblématiques. Mais il y en a des tas d'autres qui effectivement sont exactement, qui sont beaucoup plus, qui sont moins connus. Hein, mais je pense par exemple, Jean-François Pignon est également un être mystique. Il est totalement mystique, totalement imprégné par une foi mystique. Hein, et il accède à des états de conscience modifiés, il communique avec les chevaux parce qu'il y accède par la voie mystique. Alors, on peut y accéder, on n'est pas obligé de rentrer dans une foi religieuse. On peut y accéder justement, et ce sont les neurosciences aujourd'hui qui nous montrent ça,
on peut y accéder en fait par notamment des exercices qui permettent de modifier son état de conscience par le contrôle notamment des fréquences cérébrales. Et là, on aligne effectivement les consciences de l'homme et du cheval. Il y a en Angleterre, par exemple, James French qui fait ça également, qui travaille là-dessus. Enfin, il y a un certain nombre je parlais d'écuyers emblématiques. Et puis, mais il y a un certain nombre de cavaliers, d'écuyers qui sont plus ou moins connus. Mon ami le colonel Sigvart, qui était l'adjoint d'écuyer en chef du cadre noir, me disait que le colonel Saint-André, colonel d'Anjou, étaient également des mystiques, entre guillemets, qui travaillaient dans des états de conscience quand on ne comprenait pas très très bien. On avait l'impression même par moments qu'ils priaient à cheval et ils arrivaient à obtenir des choses avec leurs chevaux tout à fait surprenantes. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de personnes, d'écuyers emblématiques qui, effectivement, ont marqué l'histoire de l'équitation et parce qu'ils communiquaient avec leur cheval de façon particulière, de façon différente. Et c'est cette façon différente qu'aujourd'hui les sciences expliquent et qui sont liées à cet alignement des consciences dont je parle depuis tout à l'heure. Donc cette idée de champ morphique est importante parce que ça nous permet effectivement de comprendre pourquoi tout à coup un cheval est capable de réagir. Il est dans le manège, alors on sait que les chevaux entendent 10 fois mieux que nous, et tout à coup il passe dans un coin et puis dans un coin où il n'a pas envie de passer. Tout à coup il y a comme des fantômes. Tout à coup il y a des choses qui sont complètement surréalistes. La raison entre guillemets n'arrive pas à expliquer ça. Eh bien, je pense que il faut chercher du côté de la résonance morphique pour effectivement trouver effectivement des explications qui deviennent progressivement rationnelles, puisque quand on parle de champ morphique, on peut appeler ça également champ quantique, et puis la physique quantique fait des progrès prodigieux. J'ai un ami qui est astrophysicien, spécialiste de physique quantique. Nos discussions sont absolument passionnante parce que effectivement on explique de plus en plus de choses. Donc nous comprenons euh, nous comprenons maintenant euh, euh, que après cet alignement de conscience est effectivement le préalable à toute la relation avec l'animal, avec le cheval. Mais nous parlions tout à l'heure de cet instinct de fuite qui doit être jugulé. Nous devons systématiquement, pour devenir le référent, devenir en fait travailler en fait à potentialiser systématiquement l'instinct grégaire. C'est en fait entre guillemets ça doit être notre obsession quand nous sommes avec le cheval. Ah, je salue Christelle qui vient de nous rejoindre. Et nous devons, quand nous sommes avec les chevaux, que ce soit à pied ou que ce soit à cheval, nous devons systématiquement potentialiser en fait cet instinct de grégarité. Euh, alors, ça commence également, nous parlions de l'alignement des consciences, quand les chevaux identifient en fait des fréquences vibratoires qu'ils connaissent et qu'ils identifient chez nous en fait le calme mental, eh bien, ils commencent à nous écouter. En réalité, nous devons également donc forcément, là nous parlons de notre intériorité, de notre relation en fait subliminale. Nous devons également, bien évidemment, supprimer tout ce qui est coercitif. C'est-à-dire que moi, euh, il faut supprimer tout ce qui crée de l'inconfort. On ne va pas lister tous les matériels qui existent, qui créent de l'inconfort ou qui créent effectivement de la douleur, et ils sont nombreux parce que l'esprit humain, l'imagination humaine est très féconde pour effectivement créer des outils submissifs, mais il faut en réalité systématiquement, quand on est avec le cheval,
La longe ne doit jamais être tendue, les rênes ne doivent jamais être tendues, on ne doit jamais créer de tension, jamais créer de tension. Et donc, quand on s'adresse à l'intelligence en fait du cheval, euh, et ça commence par effectivement cet alignement de conscience. La règle première, c'est effectivement soustraire de la relation équestre, donc peu importe qu'on soit à la haute école, eh bien, enlever tout ce qui est coercitif, tout ce qui crée de l'inconfort, tout ce qui crée de la douleur et tout ce qui peut faire peur. Pourquoi? Parce que la peur, l'inconfort ou la douleur potentialisent l'instinct de fuite et nous perdons, nous brisons instantanément, nous coupons entre guillemets cet alignement de conscience que nous avons, qui est difficile à obtenir, qui nécessite, c'est pas difficile à obtenir pour le cheval, mais c'est difficile à obtenir pour nous. Le cheval nous rejoint très rapidement, à condition que nous sachions, nous, effectivement, accéder en fait à la bonne fréquence. Donc, ça, c'est important. Par contre, nous passons tout notre temps, entre guillemets, par exemple, quand euh, tous les cavaliers, toutes les cavalières aiment passionnément leur cheval. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut utiliser aujourd'hui encore mettre un noseband serré. J'arrive pas à comprendre comment on peut effectivement, tout un chacun peut imaginer l'effet que ça fait sur la bouche du cheval. Euh, Chacun peut imaginer effectivement quels sont les effets des matériels que nous utilisons. Pour ça, il suffit effectivement, je parle de conscience depuis tout à l'heure, il suffit d'imaginer tout simplement que le cheval est capable de percevoir une mouche qui se pose sur sa croupe. Donc imaginons bien ce que fait effectivement ce que font les matériels qui sont couramment utilisés aujourd'hui. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de supprimer tout ce qui est coercitif, tout ce qui crée en fait de l'inconfort. Je parle même pas de douleur, voilà, et tout ce qui peut créer la peur. Donc, à partir de ce moment-là, bah, tout simplement, il y a des exercices qui sont très faciles à faire. Parce qu'en réalité, c'est le cheval qui est notre enseignant. C'est pas nous qui enseignons quoi que ce soit au cheval. C'est le cheval qui nous apprend, entre guillemets, il nous apprend à aligner notre conscience. Il nous apprend à contrôler notre conscience. Il nous apprend à contrôler notre fréquence cérébrale. Il nous apprend à contrôler nos émotions. Il nous apprend à aller dans le bien-être. Hein, il nous apprend, en fait, à découvrir, entre guillemets, des états de conscience qui sont quand même infiniment plus agréables que les états de stress que nous impose en fait la société quotidienne. Donc, euh, première chose, donc, effectivement, supprimer tout ce qui est coercitif. Et ensuite, une fois que nous avons tout ceci, nous avons créé le préalable, donc, avec l'alignement de conscience, des consciences. Nous avons un cheval qui est maintenant à notre écoute. Nous avons un cheval qui nous considère comme un référent parce que tout simplement, il lit en nous des choses qu'il connaît. Il n'y a pas d'animosité. On a potentialisé, en fait, son instinct de grégarité. Eh bien, maintenant, nous allons nous adresser à son intelligence pour effectivement construire un langage binaire. Alors, au lieu de tirer, de pousser, de taper, sachant que le cheval va passer la plupart des cavaliers, tout, si vous voulez, je ne vais pas faire le procès du paradigme équestre, mais je n'en ai pas les moyens ni la prétention. Mais ce que j'observe chez les chevaux, c'est que le langage qui est utilisé par la plupart des cavaliers est un langage qui est un langage brouillon, en fait. Les chevaux passent leur temps à essayer, sont les rois de la déduction, en fait. Ils passent leur temps à essayer de comprendre ce qu'on attend d'eux, ce qu'on veut d'eux. Et alors, par déduction, c'est pour ça que j'ai souvent vu, par exemple, des chevaux qui sont à la haute école, enfin, à la haute école, et puis ils comprennent pas, qui accèdent au piafé, à passage, ils comprennent pas très bien exactement ce qu'on attend d'eux, et ils vous servent un panel de tout ce qu'ils savent déjà faire. Par déduction, ils essaient de comprendre ce que vous attendez d'eux.
Hein. Et donc, si vous avez un cavalier un peu maladroit sur un cheval qui est un peu instruit, un maître d'école, eh bien, il va vous présenter tout ce qu'il sait faire progressivement. Il va essayer de comprendre. Ce qui fait que, en réalité, je dis souvent que les cavaliers, peu importe leur niveau, la plupart parlent petit nègre avec les chevaux, alors qu'ils ont face à eux un philosophe. Voilà. Donc, si vous voulez, donc, euh, tout, tout, je ne suis pas en train de parler d'une méthode, d'une méthodologie nouvelle. Je dis juste qu'une fois que nous avons créé ce préalable et que nous voulons commencer effectivement à parler cheval, nous allons nous adresser à son intelligence. Alors, bien évidemment, toute la biomécanique, tous les principes biomécaniques, toutes les traditions équestres, bien évidemment, elles ont toutes leur raison d'être et il n'y a rien à changer. Une chose, enlever tout ce qui est coercitif, tout ce qui est coercitif, tout ce qui fait du mal, tout ce qui crée de l'inconfort. Mais vous enlevez, vous prenez tous les traités d'équitation, tous, sans exception. Vous utilisez la partie technique. Bien évidemment, chaque cavalier doit apprendre l'assiette. Chaque cavalier doit travailler la coordination motrice. Ça, c'est aussi un paramètre dont on ne parle pas suffisamment. L'un des grands problèmes de la plupart des cavaliers, c'est la coordination motrice. Savoir faire une chose avec la main droite, une autre chose avec la main gauche, une autre chose avec la jambe gauche et une autre chose avec la jambe droite, tout en gardant le buste et à maintenir une posture de tête, à réagir, à maintenir son équilibre. Ça s'appelle la coordination motrice. Tous les cavaliers ne sont pas danseurs ou musiciens ou organistes et ils n'ont pas tous appris, entre guillemets, à, euh, à avoir cette indépendance des aides. Or, il faudrait effectivement commencer par cela, faire effectivement un travail de longe pour que les cavaliers apprennent justement ce principe de coordination motrice. Pourquoi coordination motrice? Parce que en réalité, c'est exactement quand on apprend à écrire à un enfant, on lui apprend à faire des pleins, des liés, on lui apprend à écrire, à dessiner, à former les lettres correctement. Mais le cavalier, il devrait faire la même chose. Et en réalité, le langage du corps, le langage en selle, ce sont effectivement tous ces nuances en fait de langage équestre qui permettent effectivement de rendre le langage équestre riche, de le rendre subtil. Alors, je parle de langage binaire. Alors, dans l'intelligence des chevaux, scientifiquement, on ne parle encore pas de langage binaire, on ne parle pas trop de langage binaire, mais en fait, les chevaux, quand vous essayez de vous adresser à eux par leur intelligence, eh bien, en fait, ils réagissent en fait au langage binaire, c'est-à-dire au principe du oui et du non. Voilà. Alors, j'ai entendu l'autre jour, je vois parfois des gens qui disent, oui, il faut des personnes qui parlaient de notion de leader, par exemple, ils parlent de notion de confort, d'inconfort. Non, ça n'a pas de sens parce que inconfort, l'inconfort chez le cheval va de toute façon engendrer directement, donc emmener le curseur vers l'instinct de fuite et vous perdez tout. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Il faut être dans une notion toujours de confort, mais en utilisant ses capacités cognitives, en lui montrant ce que vous attendez. Et je vais vous donner un petit truc que je fais moi avec les chevaux. Hein, moi, j'utilise ce que j'appelle le check. Le check, vous savez, quand vous avez dans les équipes de handball, par exemple, quand ils ont marqué un but, on fait check avec les deux mains. Voilà. En fait, quand quand un cheval, quand vous voulez valider en fait quelque chose, quand un cheval, il faut que je revienne un petit peu en arrière, on a observé dans la nature que les chevaux, quand ils communiquent entre eux, eh bien en fait, ils communiquent par le bout du nez. Le bout du nez, c'est la main en fait du cheval. Ils ont une dextérité incroyable. Il suffit de les voir trier le grain dans la mangeoire avec leurs grosses lèvres. En fait, ils ont autant de finesse, de dextérité quasiment que nous avec nos doigts, ou presque. Donc, en réalité,
ils communiquent, ils se touchent par le bout du nez. Pas forcément le nez contre le nez, mais le nez vers une autre partie du corps, etc. Mais en fait, entre guillemets, c'est leur manière d'explorer, de communiquer, c'est leur manière, en fait, d'entretenir également un lien social. Eh bien, en fait, vous pouvez tester ça. Eh bien, chaque fois que quand vous saluez votre cheval, vous allez vers lui, vous touchez très délicatement avec juste les deux doigts comme ça, le bout du nez du cheval, très délicatement. C'est tout. Et chaque fois que il fait quelque chose de bien, eh bien, vous touchez le bout du nez, mais très délicatement, ou une autre partie du corps. De toute façon, il va très, très rapidement faire le lien. Il saura que quand effectivement c'est bien, eh bien, euh, il saura que le check que vous faites, ça peut être sur l'encolure, ça peut être, comme il sent une mouche qui se pose sur sa croupe, il saura de toute façon faire le rapport avec ça, le lien avec ça. Là où c'est intéressant, en fait, ça correspond, si vous voulez, pour le cheval, du point de vue cognitif, ça correspond au vu que va mettre l'institutrice à un élève quand effectivement il a bien répondu, en fait. Et le cheval, je me suis rendu compte que quand je donne, par exemple, des leçons à des élèves dans le manège, eh bien, en fait, systématiquement, quand le cheval, quand je suis à côté de lui, quand il fait bien l'exercice qu'on lui demande, eh bien, en fait, je fais un check. Eh bien, quand il fait une diagonale et que je suis au milieu, il passe à côté de moi, il met le nez sur le côté, il vient chercher son check. On rentre dans une notion de langage. Vous pouvez expérimenter ça, ça marche systématiquement. Ce qui fait qu'en réalité, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand effectivement j'ai une discussion avec des vétérinaires par rapport en fait au renforcement positif avec la nourriture. Moi, je pense que la nourriture, c'est pas une bonne chose. Et je pose une question très simple. Est-ce qu'un enfant préfère recevoir une sucette ou est-ce qu'il préfère se sentir aimé? Eh bien, en fait, le tchèque, c'est en fait tout simplement l'expression, entre guillemets, de l'intérêt qu'on lui porte, l'expression de l'affection qu'on lui porte, c'est l'expression de l'intelligence qu'on émet à son égard, c'est l'expression en fait du gentilhomme que nous devrions être ou de la noble dame que nous devrions être dans la relation en fait avec le cheval, pour que la construction en fait d'une relation intelligente. Et le cheval répond. Je vous promets, vous pouvez tester ça très, très rapidement. Quand vous rentrez dans le box, eh bien, en fait, le matin, mes chevaux, ils me saluent, je passe la main au-dessus de la porte et systématiquement, ils viennent me faire un check, ils me disent bonjour comme ça. Voilà. Et en fait, c'est un signe qui est en fait, qui est lié, je parlais tout à l'heure de résonance émotionnelle, c'est un signe, entre guillemets, qui émet en fait une résonance émotionnelle pour le cheval. Et il y répond favorablement. C'est, c'est tout à fait surprenant. N'importe qui peut tester ça. Ça marche dans tous les cas. Ce qui fait que je n'ai plus de sucre dans mes poches ni de carottes. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la séance, ils reçoivent. C'est bien, à la fin de la séance, de donner une friandise pour effectivement marquer le coup de fin de séance. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais pendant la séance, je pense que de façon au niveau cognitif, en fait, je pense que les chevaux répondent mieux si effectivement vous leur montrez que en fait ils ont bien fait et en fait ça leur comment vous dire, ça leur procure une une émotion positive en fait qui potentialise en fait l'agrégarité en fait. Et on en revient toujours à la même chose. Nous devons systématiquement potentialiser en fait l'agrégarité. Voilà. À partir de ce moment-là, quand on dit instinct binaire, oui, non, eh bien en fait, les ordinateurs, par exemple, qui nous permettent de communiquer ce soir par-delà les frontières, eh bien en fait, les ordinateurs fonctionnent au niveau de leurs algorithmes sur des programmations basées sur du langage binaire. Voilà, donc les smartphones fonctionnent sur la base de programmation binaire. Je dis ça pourquoi? Parce que entre le oui et le non, il y a une infinité de nuances
qui permettent de construire en fait un vrai langage avec de la syntaxe, avec une orthographe, avec de la grammaire, avec des déclinaisons, avec des subtilités, selon ce que l'on attend de son cheval, que l'on veuille faire juste de la promenade ou que l'on veuille aller jusqu'à la haute école. Eh bien, je vais vous dire, moi je suis arrivé à la haute école. Je ne voulais pas y aller au départ, je voulais juste me promener à cheval et puis faire un petit peu de saut pour m'amuser. Voilà. Et puis progressivement, j'ai acheté un cheval qui est qui avait une capacité, un cheval intelligent, qui avait des potentialités extraordinaires. Et puis en fait, c'est comme si vous avez un enfant et qui réussit à l'école, hein, vous lui dites bah ouais bah ça y est, il est rentré en sixième, ça marche bien. Maintenant, il va aller jusqu'en troisième, il fait son brevet et puis ensuite il fait son bac. Et puis lui dites il a des résultats brillants et puis vous lui dites bah non tu vas pas faire bah non tu vas pas à la fac. Hein, tu t'arrêtes maintenant parce que eh bien les chevaux c'est exactement la même chose. Les chevaux, quand vous commencez à solliciter leur intelligence, ils vous ouvrent un chemin qui est absolument extraordinaire. En réalité, nous ne leur apprenons rien. C'est eux qui nous apprennent et c'est eux qui nous ouvrent notre esprit et c'est eux qui nous montrent le chemin. Et quand vous vous adressez à leur intelligence, c'est eux qui vous montrent comment faire pour leur demander. Ce qui fait qu'on devient de moins en moins brouillon et on apprend en fait à faire, à accéder en fait à des niveaux relationnels qui sont absolument extraordinaires. Et la haute école, c'est l'université pour les chevaux. Voilà. Donc, donc, en réalité, ils deviennent de plus en plus intelligents et en fait, on accède de cette façon-là, en fait, euh, comment vous dire, à des niveaux relationnels, à des niveaux de des niveaux d'alignement de conscience, des choses qu'on ne peut plus expliquer en fait après. Alors, si vous voulez, je parlais tout à l'heure, on va parler juste 2 minutes d'équitation. L'équitation, je parlais des pratiques des maîtres équestres, des écuyers. Euh, Moi, je pense que il est venu le temps d'arrêter de vouloir imposer au cheval, aux chevaux, une posture d'une manière ou d'une autre. Chaque cheval est différent, chaque cheval a un physique qui est différent, ils ont tous leurs spécificités. Mais nous devons, au lieu de nous dire, par exemple, il y a un terme, euh, une, un élément dans l'équitation qui est fondamentalement important, qui s'appelle l'équilibre. Voilà. Mais l'équilibre, ça c'est un sujet qui est sans fin parce que il est spéculatif. Alors un écuyer va dire oui, il faut qu'il soit un peu plus sur les épaules, un autre va dire ah oui, il faut qu'il soit un petit peu plus sur les hanches, un autre il doit. Mais ça n'a pas de sens. Moi, j'ai pris j'ai pris le sujet par un autre angle complètement différent, pas par l'équitation. Je suis parti de l'idée de l'équilibre universel. Et je me suis dit, un type qui, il y a 2 siècles, il s'appelait Newton, il était assis couché sous un pommier en train de faire effectivement la sieste, et une pomme lui est tombée sur le nez. Et il a découvert la gravitation. Et ben, en réalité, le seul équilibre qui vaille, c'est l'équilibre gravitationnel. C'est l'équilibre qui répond aux lois de gravitation. Ce qui fait que quand on met effectivement un cheval, quand on se penche en avant, quand on charge ses épaules, quand effectivement on se penche trop en arrière, quand effectivement notre but, notre but en tant que cavalier, vous verrez que c'est infiniment plus simple. Libérer le cheval, première chose. Deuxièmement, aligner les consciences. Troisièmement, contrôler le mental pour contrôler en fait la résonance émotionnelle. Ça, c'est important de ne pas polluer la relation avec des peurs, des émotions, des choses qui effectivement viennent polluer toute la relation équestre. Euh, quatrièmement, construire un langage intelligent, à s'adresser au cheval de façon intelligente, en, en faisant confiance à son intelligence et on se rend compte très très vite. Il suffit de tester ça très très vite qu'ils sont capables en fait de répondre à des niveaux qui sont vraiment très 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 surprenants. Et puis supprimer tout ce qui est coercitif, absolument tout ce qui est coercitif. Et à partir de ce moment-là,
on emprunte un chemin, le chemin en fait vers la haute école, et tout devient possible. Et euh, aujourd'hui, j'ai des élèves qui montent, qui font de la compétition. Alors en compétition, ils utilisent un mot très léger, très doux, mais la plupart du temps, le reste du temps, ils montent souvent au side pool, parfois même en cordelette. Et j'en ai plusieurs qui travaillent de cette façon-là, qui font des choses absolument fabuleuses. Et je vais vous dire, la pensée unique aujourd'hui impose d'utiliser un mot. Alors, bien sûr, il faut effectivement sécuriser la relation équestre, il faut sécuriser l'acte équestre. Mais en réalité, mon étalon qui m'a tout appris en réalité, qui s'appelle Imperio, eh bien, qui m'a tout appris, je vais vous dire, il m'a surtout appris une chose, c'est que ils ont suffisamment de force pour se soustraire absolument à toute notion de domination quand effectivement ils le souhaitent, et que l'intelligence nous permettra dans tous les cas d'arriver infiniment plus loin que la coercition, que l'exigence en fait de soumission. Et pour terminer, je dirais que toutes toutes les disciplines peuvent être pratiquées en fait de cette façon-là. Et si effectivement on commençait euh, à s'intéresser à cette façon, entre guillemets, d'appréhender le cheval, apprendre à lui faire confiance, apprendre à potentialiser en fait ses capacités cognitives et son intelligence plutôt que d'essayer de le soumettre. Mais les performances, même en compétition, sont décuplées. Moi, j'ai vu ça souvent avec des élèves quand on commence, par exemple, j'ai eu en cours des moniteurs qui effectivement sont venus avec leur cheval et puis tout à coup, j'ai enlevé les nosebands, ouvert les muserolles, j'ai lâché les mains, j'ai libéré les chevaux en fait. Et tout à coup, ils ont commencé à sauter, mais avec une énergie, avec un entrain, parce que vous libérez en même temps leur générosité. Tout devient, si les cavaliers savaient ce qu'on trouve en ouvrant en fait ce chemin, mais ils n'attendraient pas une seconde pour enlever les nosebands et enlever tous ces trucs coercitifs et apprendre à parler cheval parce que tout devient infiniment plus simple. Tout est plus simple en fait. Voilà. On peut parler de tout ça pendant des jours, des lunes. Il y aurait de quoi préparer des litres de thé pour effectivement. Euh, mais je suis là pour également pour répondre à vos questions si vous voulez. Euh, je, je m'excuse, mon français, c'est pas grand-chose, hein, mais je vous Ça va très demande, bien. merci. Vous avez parlé de deux éléments que tous les écuyers doivent faire. Euh, Libérer le cheval, aligner la conscience, construire un langage par le cheval. Mais j'ai perdu en troisième élément. Euh, Ça m'a été très, très intéressant. Mais pendant que j'écrivais, j'ai perdu. Vous C'était avez listé ces éléments et j'ai perdu le troisième. le premier élément, c'est l'alignement des consciences. La Ah première des ah. choses. Deuxièmement, l'alignement des consciences, on l'obtient en fait par le contrôle du mental. Le contrôle du mental. Pour contrôler le mental, nous contrôlons en même temps nos émotions. Les émotions viennent polluer en fait la relation Et en fait. c'était cela. Voilà. Et donc, c'est la résonance émotionnelle que nous devons contrôler. Résonance émotionnelle. Et derrière, j'ai parlé de résonance morphique et de champ morphique parce que le champ morphique est en fait la cause, entre guillemets, la cause formative, si vous voulez. C'est là que se trouvent toutes les informations en réalité. C'est pour ça qu'on parle de champ morphique. Parce que toutes les informations qui nous concernent. Le cheval lit quand il loue à arriver. Il sait qu'on a peut-être passé une mauvaise journée au bureau, il sait qu'on n'a pas bien dormi la veille mais il ne le ressent pas sous forme spéculative comme nous quand on regarde, tiens, tu as des cernes sous les yeux, etc. Non, non, ce sont des fréquences, ce sont des informations fréquentielles qu'il reçoit en fait.
et qui lui donne, entre guillemets, une température d'un état de conscience. C'est l'état de conscience, en fait, qui le lie. Et derrière cela, en fait, il va réagir à tout cela. Et en fait, si nous apprenons, nous-mêmes, à contrôler notre mental, nous apprenons à contrôler déjà cette partie émotionnelle que nous émettons et toute cette résonance émotionnelle, nous apprenons en fait à la contrôler en fait. Et c'est ça ce qui est important. C'est pour ça que je parle de résonance émotionnelle et que je parle de résonance morphique, Morphine. parce que la résonance morphique, c'est la cause formative de la résonance émotionnelle et de toute notre propre temporalité. Or, si vous voulez, selon le principe de Pareto, du 20-80, en réalité, là, c'est inversé. Le cheval lit toute notre personnalité avant Oui, seulement que nous ayons commencé à lui parler, à demander quoi que ce soit. Il sait qui nous sommes. Il sait qui nous sommes. Donc, si nous ne voulons pas perturber, nous ne voulons pas polluer la relation, nous devons fondamentalement déjà apprendre à contrôler le mental, apprendre à contrôler effectivement nos émotions pour pouvoir effectivement créer une relation apaisée. Et après seulement, on peut construire. Ça, c'est le préalable. ouais, C'est le préalable qui rend les choses possibles, en fait. Voilà. Et après, vient l'intelligence. Voilà. merci. D'autres questions? Quelqu'un d'autre a une question? Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là, tout ce dont je viens de parler, ce sont tous ces éléments que je détaille point par point, mais détaillés, scientifiquement détaillés, donc dans la formation que je propose. Et donc, vous voyez, je ne parlerai pas de l'épaule en dedans, je ne parlerai pas si, on parle d'équilibre, mais on parlera d'équilibre dans le sens où on va essayer de ne pas gêner le cheval. On va apprendre tout simplement à nous mettre nous dans une position qui va permettre au fait, vous savez, l'équilibre. Petite parenthèse que j'ouvre. L'équilibre, c'est quoi quand on est en équilibre? L'équilibre, c'est l'absence de toute force d'opposition. L'équilibre, c'est l'absence de toute force d'opposition. Donc, quand effectivement on met un cheval sur les épaules, il est obligatoirement obligé de compenser. Parce que le cheval, contrairement, les cavaliers l'oublient souvent, comme nous, il a un système nerveux autonome. Il a une oreille interne qui lui permet de gérer son propre équilibre. On s'imagine, parce qu'il est sur quatre jambes, il n'a pas ce problème, il tient comme un banc ou une table. C'est pas vrai. Un cheval a peur de tomber et il règle son problème et il est dirigé comme nous aussi par effectivement une oreille interne. Mais il a aussi un système nerveux autonome avec un système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique qui gère en fait les émotions et qui gère le retour au calme. Donc, si vous voulez, tout ça, ce sont des éléments dont nous disposons nous-mêmes et dont dispose le cheval également. Donc, par conséquent, l'équilibre, eh bien, la plupart des chevaux que je vois, quand effectivement aujourd'hui, par exemple, quand aujourd'hui on fait travailler les chevaux en avant pendant des kilomètres avec le nez au sol, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide parce que on le met sur les épaules, on lui détruit progressivement son avant-main, on l'oblige à compenser, hein, etc., etc. On rentre dans un processus qui n'a rien à voir avec la recherche d'annulation des forces d'opposition. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, euh, l'idée que j'aimerais vraiment faire passer, c'est que euh, il faut vraiment sortir de l'aspect purement biomécanique. C'est important la biomécanique, c'est important de comprendre, comme pour un médecin ou un kinésithérapeute, c'est important de savoir comment fonctionnent les muscles, les tendons, les articulations, etc. Bien sûr que c'est important, c'est essentiel, nous devons savoir tout ça. Mais
c'est encore beaucoup plus important. On n'a pas besoin. euh, je trouve que les humains sont très présomptueux d'imaginer ce qui est bon pour le cheval dans son équilibre et dans son mouvement. Le cheval sait très bien se déplacer tout seul. Il sait avancer ses pieds tout seul. Il sait se tenir debout tout seul. Voilà. Un poulain qui vient de naître, j'en ai fait naître un il y a l'année dernière, c'est la période des naissances actuellement. Un poulain qui naît, très très vite, il est sur ses quatre jambes et il bouge et il marche. Combien de temps un humain met-il pour commencer à se mettre sur ses deux jambes et marcher? Vous voyez, je ne veux pas faire de l'anthropomorphisme de bas étage, mais c'est la réalité. Donc on n'a pas besoin, je trouve que je pense que il faut qu'on apprenne à faire davantage confiance. Le cheval sait très bien nous porter. Il est naturellement généreux. Et quand on ne le met pas dans des postures d'inconfort et des postures en fait de douleur ou de peur, ils sont tous coopératifs. Qu'ils soient étalons, qu'ils soient juments ou qu'ils soient hongres, peu importe. C'est ça ce qui est important. Et c'est ça le message principal que je souhaite faire passer, faire appel à l'intelligence du cheval. Arrêtez d'être des marionnettistes. Avez-vous des questions? Non, moi, j'ai pas de questions. Ah, Euh, Pascal? oui, j'ai pas de questions, mais l'envie de vous rencontrer, en fait, et d'en savoir un peu plus et peut-être de passer à la pratique. Voilà. Ah, mais c'est très facile, hein. En fait, en réalité, tout cela est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à parler cheval, en faisant appel à son intelligence que d'apprendre l'équitation de façon technique et biomécanique. Alors, ça veut dire, je pèse mes mots, il faut quand même devenir cavalier, il faut quand même travailler sa posture, il faut travailler l'assiette, il faut travailler la coordination motrice, il faut travailler sur soi. Ça, c'est un vrai job, ça, c'est sûr. Mais la partie éducation du cheval, est infiniment plus simple si vous enlevez tout ce qui est coercitif et que vous vous adressez à son intelligence. C'est ça ce qui est important à retenir, en fait. Mhm. Alors, en fait, j'ai observé souvent, moi j'ai mis en selle, par exemple, un ami qui a commencé, il avait 72 ans, débutant. Mais il a fallu, effectivement, j'étais très dubitatif quand il m'a posé la question. Écoute, le problème, c'est pas de monter, c'est s'il y a une séparation de corps, tout à coup, c'est à 72 ans, c'est un peu plus violent, un peu plus difficile que quand on en a 16. Voilà. Et puis, en fait, vous voyez, j'ai repris, en fait, je suis un grand fan de l'école espagnole de Vienne et j'ai repris le traité de l'équitation de Alois Podalski, qui explique comment sont formés les écuyers de l'école espagnole de Vienne. Et j'ai dit à cet ami, j'ai dit, écoute, je veux bien te mettre en selle, mais on va faire de la longe 2 fois par semaine et tu touches pas à la bouche du cheval jusqu'à ce que tu sois en selle correctement, que tu tiennes, que tu aies de l'assiette aux 3 allures. Eh ben, on a fait, il est venu et au bout de 4, 5 mois, j'ai pu le lâcher. Un an après, je l'ai filmé. Et puis, il montait très, très bien à cheval, au pas, au trot, au galop. Il faisait des figures de manège, il faisait tout. En fait, en réalité, c'est beaucoup plus long au départ, mais c'est comme quand on apprend à lire et à écrire. Donc, quand on apprend une langue étrangère. En fait, c'est comme ça qu'il faut appréhender l'équitation. Comme si on apprend une langue étrangère, en fait, en réalité. Hein. Et à partir de ce moment-là, ça nécessite un peu plus de temps pour s'imprégner de tout le lexique, de toute l'orthographe, de toute la grammaire, de toutes les nuances, de toutes les déclinaisons, etc. C'est un peu plus long. C'est vrai que c'est un peu plus long. Mais c'est comme quand vous parlez une langue. À partir du moment où vous arrivez à 1 200 mots, vous commencez à parler. Et après, vous commencez à parler, et vous parlez de mieux en mieux. Et vous apprenez d'autres mots, et un jour, vous arrivez à 2 000 mots, et puis un jour, vous arrivez à 3 000 mots à force de discuter. Et ça y est, vous parlez couramment et vous parlez intelligemment.
Et c'est ça la différence. À cheval, qu'est-ce qu'on fait? À cheval, on pousse, on tire, on force, on veut, etc. Et on fait des choses. Ça n'a plus lieu d'être en 2024. Aujourd'hui, il y a encore 50 ans, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais des gens, on m'a posé la question, voilà, Fanny m'a demandé, oui, c'est le professeur Matsuzawa de l'université de Kyoto. Matsuzawa. Et en fait, aujourd'hui, ces gens, il y a des chercheurs dans différents pays du monde qui travaillent sur l'intelligence animale, qui travaillent sur la cognition animale, qui travaillent sur l'éthologie, qui travaillent par différents angles d'approche. Mais on en arrive tous à la même conclusion. L'animal est intelligent. C'est ça ce qui est important. Ça, ce qui est important à retenir. Il est intelligent et c'est à nous de faire preuve d'intelligence, de se mettre à sa portée, de faire fonctionner nos neurones au lieu de se dire, tiens, je veux que tu fasses. Eh bien, je dis souvent à mes élèves, n'oubliez jamais que l'équitation est héritière de la chevalerie. Et la chevalerie, c'est l'école des gentilshommes et l'école des nobles dames. Voilà. Donc, nous devons devenir des gentilshommes et des nobles dames. C'est ça ce qui est important. C'est ça ce qui est important. Voilà. Pas exiger, demander avec respect en disant s'il te plaît. Et Francis, Oui, un Christelle. cheval à qui on n'a pas fait appel à son intelligence pendant une quinzaine d'années, est-ce que lui, il va, quand on recommence à lui parler, à faire appel à son intelligence, est-ce qu'il va Ouais. C'est revenir beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour lui que pour les cavaliers. Vous savez, quand c'est un petit peu comme au niveau du fonctionnement de l'esprit. C'est comme si vous avez écouté, je sais pas, vous avez écouté pendant à la radio RTL pendant 15 ans. Et puis tout à coup, un jour, on vous met France Musique. Et vous dites, mon Dieu, ça existe. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et bien, en fait, alors, vous allez vous habituer. Vous dites, tiens, c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein, je dis RTL comme je dirais n'importe quel. C'est pour donner, en fait, dire que quand vous passez à autre chose et que c'est mieux, les chevaux ne sont pas plus stupides que nous. Quand Mhm. c'est mieux, ils y adhèrent tout de suite. Et en général, moi j'ai un cas comme ça aujourd'hui à l'écurie. J'ai eu pas mal de chevaux en pension de travail pour de la rééducation. Mais le cheval comprend très vite. Le cavalier qui met du temps, parce que le cavalier est formaté. Parce que le cheval, il comprend très très vite quand c'est plus agréable, quand on s'adresse à lui gentiment. Alors au début, quand il a été, par exemple, travailler avec le néo-sol, avec des enraînements, des rollcures, etc. J'en ai vu pas mal des comme ça. Ils arrivent et puis ils sont souvent diagnostiqués naviculaires. J'en ai eu des chevaux comme ça, diagnostiqués naviculaires. Première chose que je fais, j'enlève tout, je les libère. Eh bien, quand vous les libérez, que vous dites, mais tu peux lever ta tête, quand il commence à lever la tête, il lève la tête très haut, il bouge tout le temps, il se dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est vrai, je suis vraiment libre? Est-ce que je peux vraiment? Et il faut parfois du temps pour qu'il intègre dans sa conscience que ça y est, il est libre. Et ensuite, vous travaillez, et ensuite, très très vite, ça va. Mais après, c'est au cavalier, effectivement, d'apprendre à changer complètement son logiciel, son modèle, entre guillemets, d'approche et de communication avec l'animal. C'est ça qui est important. Mais l'animal répond tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que je te donne cet exemple de la radio. Vous écoutez pendant 15 ans la même station, et tout à coup, vous entendez une musique extraordinaire. Vous vous dites, mais attendez, pour le cheval, c'est exactement pareil. Alors après, c'est un peu romantique ce que je vous dis là et peut-être un peu anthropomorphique parce que c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Mais si vous voulez, par la bienveillance, par exemple, quand j'ai un cheval qui a été, j'ai vu ça dans le domaine de chevaux qu'on a récupérés, qui étaient des chevaux martyrs, qui ont subi des traumatismes psychologiques. En fait, la première des choses que je fais avec ces chevaux, c'est rien, vraiment rien.
Je vais à côté d'eux, je les laisse dans le box, je regarde comment ils agissent, je crée un lien, check, comme je vous expliquais tout à l'heure. Juste, je leur dis bonjour, je suis là. Mais je m'impose, je reste dans leur box pendant parfois une demi-heure, une heure. Je reste avec eux. Je dis rien et je ne fais rien. Mais je suis là pour leur dire, tu vois, et je me mets dans cet état de conscience qui me permet de communiquer avec eux. Et Mhm. je laisse venir, je leur dis rien. Je laisse venir. Et là, ils se rendent compte que, tiens, il y a des humains avec lesquels on peut communiquer. Et progressivement, on reconstruit de la confiance, parce que c'est la confiance qui est rompue. Et après, on reconstruit la confiance. Parfois, ça peut mettre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Mais quand ça commence à venir, vous avez tout d'un coup. Merci, parce que j'ai une jument qui est dans ce cas-là. Ça fait 2 ans que je fais rien avec elle. Elle a été cassée, entre guillemets, par des Ouais. enraînements. Elle est très, très sensible. Elle ne s'en remet pas. Enfin, mais je vais Mais prendre. il faut la libérer. En fait, il faut rien lui demander, la libérer. Par contre, il faut la faire travailler quand même. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous la faites travailler, quand vous faites travailler à la longe, par exemple, le travail de longe, le travail de longe est sans doute le travail le plus important. Mais quant au travail à la longe, par exemple, ne pas se mettre dans un travail de longe où effectivement, mais comme vous suivez la formation, vous le savez, hein, comment il faut faire, ne pas se mettre au milieu et obliger le cheval à avancer. Mhm. Il faut pas faire ça. Ça, c'est arbitraire. On est toujours dans cette recherche de grégarité. On Mhm. est même au travail de longe, on est en fait en réalité un troupeau à deux qui avance dans le même sens. Donc, ce que j'explique souvent, la meilleure position, le longeur fait un petit cercle, le cheval fait un grand cercle. La longe représente en réalité un fil d'Ariane, je dirais même un cordon ombilical, Mhm. crée un lien entre le cavalier et le cheval. Et une chose très importante, c'est que vos épaules doivent toujours être alignées sur les épaules du cheval. Les deux épaules alignées, les quatre épaules alignées, pardon. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, votre position par rapport au quand vous longez, vous devez être placé au niveau de ce centre de gravité. C'est-à-dire que vous ne devez pas être devant lui, vous ne devez pas être derrière lui, pas pour le chasser ni le précéder. Vous ne devez pas être un leader. Vous êtes juste un élément du troupeau et on est deux potes qui jouent ensemble. Et on construit une amitié et on construit quelque chose où chacun a à apprendre quelque chose de l'autre. C'est ça la réalité. Et on avance. Et on avance. Ça n'empêche pas que parfois, il faut effectivement pousser un petit peu, comme avec un enfant, dire, voilà, tu sors un peu de ta zone de confort parce que maintenant, il faut que tu travailles un petit peu, que tu avances un peu. Quand les chevaux ont compris que c'est avec bienveillance, ça fonctionne toujours. Ça Ok. fonctionne toujours. Et vous allez voir même j'ai eu pas mal de chevaux comme ça qui étaient complètement cassés, des diagnostiqués naviculaires et autres, et qui sont repartis, qui boitaient plus. Ah oui. Ah C'est oui, ah ça. oui, ah Clair. oui. Oui, oui, je peux vous donner les coordonnées des propriétaires et qui peuvent vous le confirmer. Donc, si vous voulez, beaucoup de choses comme ça sont fabriquées par le travail. Quand on parle d'équilibre, vous savez, on peut prendre tous les éléments pris un à un et puis voir toutes les déviances qu'il y a liées à, entre guillemets, aux erreurs qui sont faites parce que on n'appréhende pas par le bon côté. Si on appréhende l'équitation par l'intelligence et le respect, c'est le maître mot, Mhm. respect. Si on appréhende l'équitation par le respect de l'animal, en faisant appel à son intelligence, tout devient simple. Quand on l'appréhende en voulant le soumettre, je veux, parce que ça coûte cher, parce que tu me coûtes cher, parce que je paye une pension chère, parce que ceci, et puis le matériel que j'ai acheté, etc., et puis j'ai pas beaucoup de temps, et puis je veux tout de suite, etc. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Merci. Mais même un vieux cheval qui est abîmé, on peut leur soulager considérablement, en fait, les douleurs.
Vous savez, à l'époque, les vieux écuyers, les anciens écuyers, eux, savaient réparer leur cheval. Mais ils ne les mettaient pas sur les épaules pendant des kilomètres à les faire courir en avant en leur détruisant, entre guillemets, toute leur avant-main, hein. Mhm. C'est la C'est grande différence. euh, c'est vrai. D'autres questions? Autrement, Christelle, ça va bien? Vous suivez la formation? Ça se passe bien? Oui, j'ai très peu de temps pour l'instant, mais ah oui, 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 mais, mais- mes chevaux adorent. Ouais. Elles sont, en fait, c'est comme si on reprenait tout à la base dans la relation et elles sont beaucoup plus détendues. J'ai trois juments Ben et oui, ben oui, elles me demandent, c'est comme si elles me demandaient de reprendre tout à la base au niveau de la relation. Donc, je prends le temps c'est d'être ce qu'il faut. check avec la respiration. Je suis au début hein, de la formation et oui, oui, c'est vraiment très, très beau à voir comment elles réagissent en étant très détendues, en me demandant d'arrêter, quoi, pour le Oui, moment. c'est ça, c'est Et, ça, c'est ça, c'est ça. Il y a mhm. Ariane aussi, je crois, qui suit la formation en ce moment. Je ne sais pas si Ariane nous entend. Ah, je ne sais pas si elle nous entend, si elle est connectée. Ariane, non, elle ne nous entend pas. Voilà. Mais j'ai beaucoup de témoignages qui vont dans le même sens. Donc, si vous voulez, vous savez, ce qui est intéressant en réalité avec les chevaux, en fait, c'est que en théorie, dans le monde spéculatif des humains, tout est argumentable. Il suffit de regarder même la science, tout est argumentable, on peut tout discuter. Et on a des arguments, des contre-arguments, et tout est argumentable. Mais en équitation, non. Parce que le juge de paix, c'est le cheval. Et c'est lui qui dit si c'est juste ou pas. Et c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et quand on parle vous voyez, c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure du principe de champ morphique. Ah oui, il y en a des scientifiques qui disent non, parce que ceci, parce que cela. OK. Ben, explique-moi maintenant comment effectivement cette buse qui est partie d'Afrique du Sud est arrivée en Scandinavie, hein, sans GPS, sans iPhone dernier cri, et puis voilà comment les pigeons voyageurs y font, comment les troupeaux de buffles, comment les troupeaux de zèbres y font, etc., etc. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est important. Et puis, ce sont les chevaux, les animaux qui nous enseignent, en fait, si vous voulez. Nous avons tout à apprendre, beaucoup à apprendre, et la conscience se modifie par l'expérience. C'est ça ce qui est intéressant. Et en fait, les chevaux, Ah, on ne vous entend plus, Francis. est-ce que vous m'entendez? On vous... non, non, non. Hmm. Alors, moi, je vous entends bien. Ah, ça y est, oui, ça y est, Ça y est, c'est ça bon. revient? OK, Ouais. voilà. OK. Bon, bah écoutez. Eh ben, écoutez, je vous remercie alors d'avoir participé à ce webinaire et puis je le mettrai certainement, rendrai disponible, en vidéo puisqu'elle est enregistrée et puis donc
je suis à votre disposition. N'hésitez pas pour toute question, même vous avez mes coordonnées, vous savez comment me joindre. Donc n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Voilà, D'accord, merci. Merci beaucoup en tout cas. c'est moi. Bonne continuation à vous et à très bientôt alors. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.